bonsoir, Monsieur le maire, merci de votre présence. Merci d'être venus nombreux. Donc je vais vous faire une conférence, le titre est là. À la fin de cet exposé, Monsieur Vincent Laudet, directeur du laboratoire, a gentiment accepté de venir nous dire un petit mot pour nous présenter le labo actuel. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler de la vie du laboratoire de 1982, date de sa création, à 1947, parce que c'est en gros la première moitié de son existence, puisque cette année, le labo va fêter son 134e anniversaire. Cette période couvre naturellement, je l'ai dit, sa création et correspond au début du développement de l'océanologie moderne. Cette période, en outre, a été marquée par des hommes exceptionnels, passionnés par leur travail, qui, sans grands moyens, puisant souvent dans leurs économies, ont fait évoluer le laboratoire. Par ailleurs, ils ont été confrontés au dramatique événement de la guerre de 14 et de la guerre de 40. Ils ont été des pionniers dans de nombreux domaines et on peut dire qu'ils ont fait la réputation internationale du laboratoire. Cette période correspond aussi au désenclavement de Banyuls, à la naissance d'un nouveau quartier qu'on appelle le Fontaine. Donc, je parlerai tout d'abord pourquoi on crée des stations marines. Ensuite, on verra la création, l'origine du laboratoire Arago, qui est la rencontre d'un homme, Henri de la Casse-Dutier, et d'un village, Bagnols-sur-Mer. Ensuite, on verra l'évolution des bâtiments du laboratoire et de ses annexes. On parlera des bateaux scientifiques qui ont servi le laboratoire, des hommes qui ont marqué cette époque, Henri Lacasse-Dutier, le trio Pruvot-Boutan-Rakovica, Octave Dubosc et enfin Édouard Château. Et je terminerai parce que le labo et le village ont eu forcément une histoire commune. Alors tout d'abord, là j'ai dû me tromper quelque part. Pourquoi des stations marines? Dans la première moitié du XIXe siècle, les chercheurs, les biologistes marins étudiaient la mer et ses habitants en pratiquant ce qu'on appelait à l'époque des excursions, c'est-à-dire qu'ils patrouillaient le long des rivages, les côtes françaises et étrangères, et faisaient des prélèvements. Ils n'hésitaient pas d'ailleurs même à s'arrêter à l'étal des poissonniers dans les marchés qu'ils rencontraient. Ils étaient naturellement obligés, sur leur lieu de travail, de s'arrêter dans une auberge et d'installer là un laboratoire de fortune avec un peu de matériel de dissection, microscope, qu'ils installaient sur la table du repas. Dans certains cas, c'était source de conflits, naturellement, avec les aubergistes qui trouvaient que ces gens apportaient du désordre dans des lieux initialement tranquilles et destinés au repos du voyageur. Donc, pour pallier à cet état de choses, qui était naturellement assez artisanal, on a envisagé de créer des stations marines. Lacasse-Dutier disait il faut étudier la nature dans la nature, et la création des stations marines répond à deux objectifs. D'une part, la nécessité de donner une direction nouvelle aux recherches fondamentales en biologie,
D'autre part, une recherche appliquée visant l'exploitation des ressources de la mer. Donc, que ce soit en France ou à l'étranger, plusieurs stations marines ont vu le jour. À l'étranger, sur les côtes anglaises, italiennes notamment. En France, plusieurs stations. La première, Concarneau, en 1859, suivie 10 ans plus tard par Marseille, puis Roscoff. Roscoff, 1872, qui a été, comme Banyuls, fondé par Henri Lacaze-du-Thiers. Puis Wimereux, qui se trouve à côté de Lille, Villefranche-sur-Mer, et enfin Banyuls et Sète en 1880. Donc nous allons voir maintenant les origines du laboratoire Arago. Je vous l'ai dit, c'est une rencontre entre l'homme, Lacaze-du-Thiers, et un village, Banyuls. Tout d'abord, l'homme. Henri Lacaze-du-Thiers voit le jour dans le château de Stigelern à Montpezat, en Lot-et-Garonne. Il a une enfance plutôt terne. Il naît dans un château perdu, fermé au monde extérieur. Il a un père qui est froid, rigoriste, avec lequel il est quasiment impossible de discuter. Sa mère est effacée, l'ambiance générale est morose. Henri Lacaze-du-Thiers, une fois son bac en poche, fait part à son père de son intention de faire des études de médecine et sciences naturelles à Paris. Opposition du père, qu'à cela ne tienne, le jeune Henri part à Paris avec un petit pécule pour entreprendre ses études. Il a de la chance. Il sera repéré par le professeur Milne Edwards, qui le prendra tout d'abord comme préparateur, ce qui lui permettra de subsister, et puis un peu plus tard, une fois que Lacaze-du-Thiers aura progressé, il lui procurera le poste de biologie à la faculté de Lille, dont le doyen était Louis Pasteur. Lacaze-du-Thiers, dans ses travaux scientifiques, est surtout connu pour avoir étudié les mollusques et également le corail. Le corail, il a surtout étudié en Corse et sur les côtes des Baléares. Lacaze-du-Thiers, en 1852, édite les archives de zoologie expérimentale. Dans ces archives, naturellement, il fait part de ses travaux scientifiques, mais il note également beaucoup de choses sur sa vie, sur la création des labos, sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer ici ou là. En 1872, donc, il fonde le laboratoire de Roscoff. Maintenant, le village. Première moitié du XIXe siècle, Banyuls, on peut le dire, est un village totalement enclavé, situé au bout de la France, les seules voies de communication étant la mer et les sentiers multiples. Donc je vous ai noté là les grandes dates qui ont permis l'évolution du village. J'en retiendrai 4 importantes, puisque ces dates concernent également le laboratoire. Donc, en 1872, on dévie le lit de la Baïorie, ce qui va permettre, parce que le village est développé uniquement sur la rive gauche de la Baïorie, la rive droite est marécageuse. Donc, la déviation de la Baïorie est faite pour pouvoir assécher les marais de la région qu'on appellera ensuite le Fontolet. Ces travaux sont donc réalisés en 72 et en 76, l'assèchement est acquis. On ouvre alors un chemin appelé le chemin des Bains
afin de desservir une nouvelle plage dont une partie est destinée aux baigneurs, l'autre partie aux bateaux de pêche. En 1873, construction du môle Île-Grosse, Fontolet. Là, si je le prends à l'envers, ça ne va pas. Donc ici, hein, ce môle est destiné à abriter une partie de la baie des coups d'Est. En 1875, le début du désenclavement. Le train arrive en gare de Banyuls. En 1892, on construit une passerelle pour franchir la Bayonne. Chose très importante, parce que les gens, avant la construction de cette passerelle, pour regagner le laboratoire, étaient obligés de traverser la Baïorie par un gué. Donc, vous comprendrez bien que lors des crues, ou lorsque les eaux étaient hautes, on ne pouvait plus passer par ce gué. Ce qui obligeait les gens qui voulaient se rendre au laboratoire d'aller faire le tour par le puits d'Elmas et ensuite redescendre sur le labo. Encore fallait-il franchir un dernier obstacle, un ruisseau descendant du col du Céris, qu'il fallait, s'il y avait des crues ou un niveau d'eau important, passer sur des planches. Donc la situation était un peu difficile. Alors maintenant, la création du laboratoire Arago à Banyuls a été un peu un concours de circonstances. En 1872, on l'a vu, la Casse-du-Thiers crée la station marine de Roscoff. C'est un bâtiment très simple, monacal, avec peu de personnel, pas de chauffage, une barque leur servant à aller en mer, mais malgré tout, cette station de Roscoff gagne vite en réputation et les chercheurs affluent dans cette station. L'inconvénient de la station de Roscoff, c'est qu'en période hivernale, naturellement, il fait froid, il y a souvent du brouillard, on ne peut pas sortir régulièrement avec la barque, tout ça pose des difficultés. Donc, la Casse-du-Thiers, en 1879, envisage de fonder une station dite d'hiver sur les côtes méditerranéennes où le climat est plus clément. La volonté ou l'annonce de vouloir créer une station en Méditerranée a soulevé pas mal de critiques, de jalousie. On a même appelé la Casse-du-Thiers, on l'a surnommé le poulpe qui étendait ses bras sur la Méditerranée. Donc, le lieu initialement choisi par la Casse-du-Thiers a été non pas Banyuls, mais Port-Vendre. Pourquoi? Donc, la Casse-du-Thiers connaissait bien les côtes catalanes. Il avait fait de nombreux voyages étagés de 1853 à 1880 et connaissait parfaitement la côte. Il avait eu, et ça c'est le point important, en 1866 l'autorisation des autorités militaires de pouvoir installer un laboratoire provisoire dans la caserne inoccupée qui était au niveau, à la presqu'île du port de Port-Vendre, que vous voyez ici, et qui a depuis totalement disparu. Lorsqu'on a voulu faire une nouvelle, je ne sais plus comment on dit le terme marin, une drasse, non, c'est ça, hein? Une drasse, voilà. Donc, en 1866, il travaille là. Il est conquis par le port parfaitement abrité, les eaux calmes, parfaitement claires, et il envisage donc, il commence des démarches administratives pour pouvoir créer ce labo dans cette caserne,
qui pour lui c'était avantageux. Les bâtiments étaient déjà construits, ce qui réduisait naturellement le coût de la station. Il est, après plusieurs des difficultés avec l'administration, on semble aboutir à un accord avec les autorités militaires qui sont prêtes à lui céder la caserne. Manque de bol, une épidémie de typhoïde se déclenche dans la garnison de Perpignan et les militaires à ce moment-là disent on va utiliser la caserne de Port-Vendre comme lieu de quarantaine. Donc exit le projet de Port-Vendre et on va passer à Banyuls. Pourquoi Banyuls? Pourquoi Banyuls? Parce que le maire de l'époque, monsieur Pascal, avait eu vent naturellement des projets d'installation de ce laboratoire à Port-Vendre. Il s'empresse d'aller voir Henri Lacaze-du-Guier et lui propose, après vote du conseil municipal, un emplacement pour construire son laboratoire, 12 000 francs en capital pour la construction, 500 francs de rente pendant 20 ans et une souscription pour pouvoir acquérir un bateau de pêche, un bateau pour la pêche au grand fond. D'autre part, le Conseil général le suit et vote 20 000 francs pour la construction. Donc nous allons voir les différentes étapes de la construction du laboratoire. Ici, une planche de dessin qui vous montre que les bâtiments, ça va de sa création jusqu'à 1982, que les bâtiments du laboratoire se sont extrêmement modifiés au cours des décennies. Donc les travaux commencent en fin 81, à l'automne 82. Vous voyez ici donc la photo en 82 où le bâtiment principal est en fin de construction. C'est un gros parallélépipède avec sa face principale orientée face au nord ou nord-ouest. Le bâtiment fait 25 mètres de long sur 9 mètres de large. Il a 3 étages. Le rez-de-chaussée est prévu pour faire l'aquarium. Le deuxième étage consacré au bureau des chercheurs, à une bibliothèque, au bureau du directeur. Et le troisième étage est sous les ponts. Par précaution, on a prévu quand même de laisser une hauteur sous plafond suffisante pour pouvoir un jour l'aménager. Donc, en 1883, début du printemps 83, le laboratoire est fini. Vous voyez que c'est un bâtiment ultra simple, constitué du bâtiment principal dont on a vu en cours de construction. Flanqué sur sa façade est est accolé un petit bâtiment qui sert pour le gardien, et sur l'autre façade, un bâtiment prévu pour les machines. Puis les bâtiments vont évoluer assez rapidement. En 1994, on voit côté ouest l'apparition d'un nouveau bâtiment qu'on voit ici totalement terminé. En 1900, on rajoute au-dessus du logement du gardien un étage qui correspondra au bureau du directeur. Puis, dans les années 1924, sous la direction du directeur Dubosc a été déjà obligé de rénover le laboratoire, on en parlera plus tard, qui a été dégradé pendant la guerre de 14. Donc il s'attache à rénover le bâtiment et fait construire un bâtiment plus imposant côté est, avec la fameuse tourelle qui a actuellement disparu et
qui servait, semble-t-il, d'observatoire. Nous allons maintenant parler des annexes. Tout d'abord, l'aquarium. Au départ, cet aquarium est simplissime. Ce sont de simples bacs de verre qui sont posés sur des tables, et puis les choses évoluent rapidement. On cimente le sol, des aquariums sont construits dans l'épaisseur des murs, et donc vous voyez ici une photo de l'aquarium de l'époque. Il est agrémenté d'un bassin central avec jet d'eau. On y trouve une copie de la Vénus de Milo en plâtre, cadeau d'un cousin de la case Dudier, et les murs sont ornés de bustes de personnages célèbres, dans lesquels, je ne les citerai pas tous, on trouve Descartes, Réaumur, Buffon, Pascal, et écrite sur un mur, la devise choisie par la case Dudier: la science n'a ni religion ni politique. Un temps, la responsabilité du laboratoire de l'aquarium a été confiée à un bagnoulin, Michel Galongo. Je vais vous citer ce qu'en disait le professeur Grasset. Michel Galongo connaissait à la perfection la région de Banyuls et ses ressources faunistiques. Il était un naturaliste né et un observateur exact. Sur cette diapo, vous voyez, outre le dessin de l'aquarium, ce qu'était un bureau de chercheurs, et d'autre part, il existait également un aquarium privé réservé aux chercheurs. Il faut dire que l'aquarium était alimenté à partir d'une citerne située au-dessus du laboratoire, d'une capacité de 130 mètres cubes, et il fallait naturellement faire monter l'eau de mer dans cette citerne. La bibliothèque. La bibliothèque, dès son installation, la case Dudier a voulu qu'il y ait une bibliothèque pour avoir sous la main les ouvrages scientifiques nécessaires au travail. Et en plus, il disait, Banyuls, c'est à l'autre bout de la France, sous-entendant qu'il serait difficile peut-être d'avoir les bouquins utiles. Donc cette bibliothèque s'est enrichie au cours des années, rapidement. En 1901, on dénombrait 4000 ouvrages, environ 12 000 en 1984. Elle est devenue une des bibliothèques scientifiques les mieux fournies du pourtour méditerranéen. Elle est constituée du fonds Henri Lacaze-Dudier, comprenant des ouvrages du XVIIe au XIXe siècle. Elle a été alimentée par de nombreux dons, par des périodiques, et là je fais un saut au-delà de 1947 pour quand même citer que le laboratoire Arago, depuis 1950, édite sur place une revue qui s'appelle Vie et Milieu. Pour terminer avec la bibliothèque, je vous ai mis ici deux planches dessinées par des biologistes qui n'avaient pas d'autre moyen à l'époque de pouvoir transmettre ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient découvert que par le dessin. On peut admirer, que ce soit à gauche le coquillage ou à droite la méduse, la finesse des détails. Alors naturellement, tous les biologistes n'étaient pas doués pour le dessin. On faisait alors appel à un dessinateur professionnel. Faire fonctionner le laboratoire, faire monter l'eau dans la citerne, tout ceci nécessite naturellement de l'énergie. Et cette énergie, au départ, la case Dudier avait fait construire un moulin automoteur qui est animé par une éolienne. Cette éolienne permettait quand même d'alimenter une dynamo Edison
de charger des accumulateurs et de fournir un peu d'alimenter au moins 25 lampes dans le laboratoire. Ce moulin automoteur a été mis 3 fois à terre par des coups violents de Mistral. Alors si quelqu'un, après pourra me donner l'explication, dans tous les écrits de l'époque, on parle toujours de Mistral et jamais de Tramontane. Mais enfin, je reprends les termes de l'époque, c'est-à-dire que le moulin a été mis à bas par le Mistral. Alors naturellement, quand on n'avait plus l'éolienne, pour faire tourner tout ça, on faisait tourner un manège avec un mulet, mais enfin c'était un peu insuffisant pour remplir cette grosse citerne. Donc c'est imposé par la suite d'installer une machine à vapeur. La première a été installée en 1887, elle est, suite à une panne, remplacée en 1994. Dans tout cet équipement, la Casse-du-Thier a été fortement aidée par son fidèle mécanicien, M. Joseph David. Joseph David était un mécanicien de la marine qui était venu à Banyuls sur ordre de la marine pour entretenir le premier, on y reviendra tout à l'heure, le premier bateau à vapeur du laboratoire, le Roland. Donc, le mécanicien de la flotte a été délégué auprès du laboratoire en 1893. Je vais citer maintenant la Casse-du-Thier, qui disait « En face de l'insuffisance et des exigences extraordinaires des ouvriers du pays, M. David m'engagea à monter un atelier où se trouveraient les principales machines permettant d'exécuter les réparations les plus urgentes. » Et on verra que M. David a été d'une grande utilité. Ici, une photo donc de l'atelier qui, on voit, a été très bien équipé. Enfin, le vivier. Le vivier a été construit par les Ponts et Chaussées en 1891, détruit par explosion par les Allemands à la fin de la guerre 40. Ce vivier était adossé au môle Île-Grosse, Pointe du Fontolet. Il servait naturellement de réserve scientifique pour l'aquarium ou les recherches et également pour le mouillage des bateaux du laboratoire qui se trouvaient ainsi très bien abrités. Nous allons donc parler maintenant des bateaux scientifiques qui ont servi le laboratoire pendant cette période. Ici, sur cette planche, on voit que ces bateaux ont été quand même assez nombreux, de 40. Premier bateau, c'est un bateau à voile, la Balancelle, la Casse-du-Thier, qui rendra quand même des services importants au laboratoire. Le labo fit, par exemple, en un an, du 1er avril 83 au 28 mai 84, 142 sorties dans ce que l'on appelait alors la mer de Banyuls. Et il est allé sur les côtes espagnoles, même jusqu'à la pointe du Cap Creux. Mais rapidement, ce bateau à voile s'est révélé insuffisant pour les travaux scientifiques du laboratoire et on a envisagé donc d'acquérir, la Casse-du-Thier a voulu acquérir un bâtiment plus important. Il comptait, au départ, il avait eu la promesse d'un biologiste suisse, Hermann Voll, qui avait fondé une station marine en Italie, à Messine, et qui avait ébauché une station à Villefranche-sur-Mer, dans ce qu'on appelait à Villefranche la maison russe. Ce Hermann Voll, que la Casse-du-Thier avait pris un peu sous son aile pendant ses études, avait des relations, de bonnes relations avec lui, d'autant que le bras droit
de la case Duthier Pruvot avait épousé la sœur d'Hermann Foll. Et Hermann Foll donc avait promis à la case Duthier qui faisait une croisière sur les côtes tunisiennes et qu'à son retour il lui lèguerait un bateau. Voilà Hermann Foll parti en croisière vers les côtes tunisiennes. Comme on peut lire dans différents écrits, l'équipage était matiné de truands. Et le bateau, qui s'appelait l'Aster, a disparu, corps et bien. A-t-il coulé? Ou est-ce que Hermann Foll a été victime de l'équipage? L'énigme persiste. Heureusement, pour la case Duthier, le prince Roland Bonaparte, qui était pas un chercheur, mais un amateur éclairé de biologie, lui fait don de 50 000 francs pour acquérir un bateau. Ce bateau, qu'on appellera le Roland, en hommage à son donateur, a été armé dans les chantiers de la Seine. C'est un bateau, donc, avec une machine à vapeur. C'est avec lui qu'est arrivé M. Joseph David, le mécanicien. Le Roland mesure 15 mètres de long. Il a un gros inconvénient, sa coque est en fer. Donc, ça demande un entretien de la coque fréquent, et le premier entretien du Roland se fait à Port-Vent. Il semble, d'après les écrits de la case Duthier, qu'à cette époque-là, Port-Vent n'était pas très bien équipé pour pouvoir faire l'entretien d'un tel bateau. Sur les conseils de son mécanicien, on construit donc un radoub dans le vivier, et le mécanicien construit donc le berceau permettant de la mise en cale sèche du Roland. Le laboratoire peut donc à ce moment-là faire lui-même l'entretien de son bateau. Mais malgré tout, le Roland est complètement détérioré et termine sa carrière en 1900. Donc, on est à la recherche d'un bateau qu'on appellera le Roland II. Ce bateau a été armé sur la plage de Banyuls à la demande de Georges Pruvot, directeur du laboratoire, et a été réalisé par les ateliers Auguste Bonafosse. Donc c'est un bateau qui est plus grand que le premier Roland, il fait 21 mètres de long, et avec ce bateau on patrouille le long des côtes catalanes, on va jusqu'aux Baléares, et là je fais une petite parenthèse. Souvent à bord de ce bateau embarquait un monsieur Odon de Buin, qui était un Espagnol de naissance, biologiste, qui avait travaillé d'abord comme professeur à l'université de Madrid, puis nommé à l'université de Barcelone. Et des liens étroits s'étaient liés entre la case Duthier et Odon de Buin, si bien que des chercheurs et de nombreux étudiants de Barcelone venaient à Banyuls. Odon de Buin quitte l'Espagne en 1939 à cause de la guerre civile. Il viendra à ce moment-là travailler un temps au laboratoire Arago avant de terminer sa vie au Mexique. On arrive au début de la guerre de 14. Le Roland II, terminé. Il est réquisitionné par la marine. Donc, le laboratoire se retrouve sans bateau. Et il faut attendre la fin de la guerre pour pouvoir acquérir un navire. Pruvot essaye de récupérer auprès de la marine le Roland II. Après des démarches administratives, tout ça s'avère infructueux, et on lui propose un yacht anglais, ancien yacht anglais armé à Glasgow. Ce yacht a lui aussi servi pendant la guerre de 14-18. On l'a récupéré à la fin de la guerre, ou en 19,
On a pu le récupérer au patrouilleur de Bretagne. Il a été transformé, parce qu'il était naturellement armé militairement, pour le transformer en bateau scientifique et livré au laboratoire. Ce bâtiment, c'est l'Orvé, qui est un bâtiment vraiment de grande taille. Il fait 38 mètres de long. Il a également un inconvénient, il a une coque en fer, comme le Roland. Il sera détruit en 1932. Donc, période encore sans bateau, et c'est le directeur de l'époque, du Bosc, qui fait l'acquisition d'un bateau beaucoup plus modeste, de 13,50 m de long. Ce bateau, c'est celui qu'Édouard Chaton trouvera à son arrivée. La guerre de 40 arrivant, il devient impossible d'assumer l'entretien du Saint-Vincent, qui est allé à terre, et le bateau se retrouve avec une petite barque de 5 mètres de long, avec motorisée, qu'on appelle la Sagitta. Cette Sagitta va disparaître lors du retrait des troupes allemandes, qui, semble-t-il, l'ont pris pour fuir, et il sera coulé, cette Sagitta sera coulée au large de Port-la-Nouvelle. Donc là, on a le Saint-Vincent, j'ai oublié de changer. Je vous montre enfin deux photos. D'une part, une photo de la balancelle de la case Dudier, avec mise à l'eau d'un scaphandre à pieds lourds, et d'autre part, à la barre du Roland, un fier catalan, le patron Rocaris. Donc nous allons maintenant parler des hommes. Je reviens sur la case Dudier, non pas sur sa vie, mais sur sa mort. La case Dudier est mort en Dordogne. Il avait là une propriété, la propriété de Lasfond, où il aimait aller se ressourcer, se reposer. Donc il décède à Lasfond. Et il est enterré dans la commune d'Alès en Dordogne, mais la case Dudier avait souhaité être inhumée dans l'enceinte du laboratoire. Il est vrai que la case Dudier, fondateur de Roscoff, il ne faut pas l'oublier, était, je vais être peut-être un petit peu dur, mais comme le Bagnoul c'était son dernier enfant, c'était de loin son préféré. Et donc il avait voulu être inhumé dans l'enceinte du laboratoire. Là aussi, il faut que l'administration fasse son travail, et le cercueil n'arrivera à Banyuls qu'en mai 1902, et le 9 mai sont célébrés les obsèques. À ces obsèques, le cercueil est entreposé au premier étage dans une chambre mortuaire. Dans l'aquarium, on accueille un nombre important de gens, scientifiques, représentants de l'administration. Les discours se font. Il y a une attention charmante des étudiants barcelonais qui viennent fleurir le buste de la case Dudier. Ici, j'ai quelques photographies montant donc la descente du cercueil du premier étage pour l'amener dans le corbillard, qui se dirige ici vers l'église. On passe par le gué de la Baillerie, on voit sur la gauche la passerelle qui a été construite, mais il semble que le corbillard était trop large pour passer par la passerelle. Ici, le repas après les obsèques, toujours dans l'aquarium, et ici, la tombe de la case Dudier, qui sera ensuite embellie d'une statue qu'on voit ici. Cette statue a été faite par un sculpteur catalan, Mariano Benllour, qui lui avait déjà fait d'ailleurs son buste pour la Sorbonne. Nous allons envisager maintenant le trio. Je les ai groupés ensemble parce que c'est vraiment un trio. Georges Pruvot, qui était officiellement directeur du laboratoire Arago,
Boutan et Rakovica. Si le laboratoire Arago devint un centre important de recherche zoologique, ce fut surtout par l'action de Pruvot et Rakovica. Il faut noter qu'il y avait une amitié très importante qui a été durable, sans faille, entre Pruvot et Rakovica, qui a duré jusqu'à la mort de Pruvot. Donc Pruvot devient directeur du laboratoire et il assume la direction pendant la période de 1900 à 1924. Il est surtout connu pour les travaux fondamentaux sur la faune de la Manche et de la Méditerranée occidentale. Il a fait aussi pas mal de cartographie marine. Je vous ai mis ici une reproduction, carte là aussi intitulée de la mer de Banyuls, qui s'étendait, cette carte allant jusqu'à Rosès, et partant, j'avoue que j'ai un trou, je ne me souviens plus d'à quel endroit elle démarrait sur la côte. Donc maintenant, le bras droit de Pruvot, Emil Rakovica. Emil Rakovica étant roumain, il fait connaissance avec le laboratoire en 1891. Il est resté célèbre pour, lors d'une expédition, avoir découvert dans un lac souterrain, dans la cuevra del Drac de l'île de Majorque, un crustacé isopode aveugle qui, devenu célèbre, ce petit être, je dis, inféodé au milieu souterrain, aquatique, a attiré l'attention de Rakovica sur l'importance des relictes, relictes on peut le traduire par un fossile vivant, des relictes souterrains pour le déchiffrage des mécanismes de l'évolution. Pour Emil Rakovica, ça a été une révélation. Le reste de sa vie, de sa carrière scientifique, a été consacré à l'exploration des grottes et à la biologie naturelle. Le troisième homme, Louis Boutan, que tout le monde, je pense, connaît, puisque c'est lui qui a été à l'origine de la première photographie sous-marine réalisée au monde, qui a été réalisée où? À Banyuls. Soyons un peu fiers. Donc, Louis Boutan, lui, fait connaissance du laboratoire en octobre 84. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Banyuls, c'est une station d'hiver. Début octobre 84, elle est encore fermée. Toutefois, la case du Dié lui permet de venir travailler au laboratoire. Et Boutan dit alors, je le cite, « Grâce au merveilleux outillage de la station, j'ai pu effectuer de nombreuses descentes en scaphandre, tant à Banyuls qu'à Port-Ventre. » Donc, Boutan, réalisateur de la première photographie sous-marine. Dès 1866, Louis Boutan plonge avec un scaphandre Cabirol, c'est-à-dire un scaphandre pied-loup. En 1893, il réussit la première photo sous-marine à Banyuls. Exploit aussi important, en 1899, il réalise avec un matériel extrêmement volumineux des photographies sous-marines à 50 mètres de profondeur. Et en 1915, il modifie le scaphandre Cabirol pour en faire un scaphandre autonome alimenté à l'oxygène pur. Et en 1900, il publie son ouvrage La photographie sous-marine et les progrès de la photographie. Je vous ai mis là une vidéo qui a été réalisée avec le concours du laboratoire Arago, je pense en Espagne, je pense à Barcelone. Le successeur de Pruvot à la tête du laboratoire est Octave Dubosc. Il est directeur
de 1924 à 1932. Quand il arrive, on en parlera après, le laboratoire a souffert de la guerre de 14, et il est là, il met tout en œuvre pour obtenir les crédits, toujours tâche difficile, mais il obtient les crédits, et en un temps record de 3 ans, il va mener à bien la rénovation du bâtiment et faire des constructions, l'agrandir, notamment cet grand bâtiment sur le flanc est qu'on a vu tout à l'heure avec la tourelle. C'est l'œuvre d'Octave Dubosc. Je terminerai donc avec Édouard Chaton. Édouard Chaton est né en Suisse. Il a fait ses études à Strasbourg. Il a travaillé tout d'abord à l'Institut Pasteur. Comme il a été dit tout à l'heure, il a épousé une Bagnoulin. Pourquoi? Comment? Si, ça c'est ce qu'il y a des explications. Comme tous les biologistes qui s'occupent marins, il naviguait dans différentes stations, notamment Roscoff, Villefranche et Banyuls. Et c'est lors de ses séjours à Banyuls qui, sur le bal de la place, fait la connaissance de Marie-Aire, Bagnoulin de souche, et il la prend comme épouse. Édouard Chaton, a fait d'énormes recherches. Il est mondialement connu sur le plan scientifique. Nombre d'hypothèses qu'il avait émises se sont trouvées récemment démontrées avec les méthodes plus modernes, et sa pensée scientifique sert encore aujourd'hui de guide à de nombreux chercheurs français et étrangers. Je vais vous lire ici ce qu'en disait le professeur Grasset. Il eut pour successeur, parlant de Dubosc, Édouard Chaton, un zoologiste qui avait fait de nombreux séjours au laboratoire Arago et que des liens familiaux rattachés à Banyuls. Sa figure, avec le temps, se détache en haut relief d'entre ses contemporains. Quand je l'ai connu, il était déjà auréolé d'une renommée éblouissante. L'importance de ses recherches, son habileté technique, son acharnement au travail en faisaient déjà un personnage de légende. Il était, pour nous tous, alors des jeunes, un exemple, et nous l'admirions sans réserve. Quand, en 1939, ou 1937 plus exactement, il succéda à Octave Dubosc, il ne se doutait guère des difficultés qui l'attendaient, la guerre, la défaite la plus humiliante que la France ait jamais connue, l'occupation par l'ennemi, le laboratoire privé de tout, presque tout, la fuite des chercheurs, et puis la maladie insidieuse, le minant peu à peu, jusqu'à l'issue fatale en 1947. Je terminerai avec Édouard Chaton en disant que lors de ses pérégrinations dans les différentes stations et dans les différents laboratoires, il a pris sous son aile un jeune chercheur, André Lvoff. Une amitié durable s'est liée entre les deux hommes. On a toujours parlé du maître et de l'élève. Je vous rappelle qu'André Lvoff, qui a terminé sa carrière comme chef du département de virologie à l'Institut Pasteur, a été prix Nobel en association avec Monod et Jacob. Nous allons voir maintenant l'histoire commune qui a lié le village et le laboratoire. Je ne reviens pas sur la création en 1882. En 1883, du fait de l'importance prise par le laboratoire, les frais deviennent très lourds. Il est difficile de les assumer. Jusqu'à présent, ils vivaient de dons privés, d'argent récolté à droite, à gauche. Il faut dire que Pruvot et Rakovica n'hésitaient pas à mettre de l'argent de leur poche. Donc, on va demander que l'université prenne en charge, que l'État prenne en charge le laboratoire. C'est réalisé en 1983. Tout ceci est validé par l'administration.
et par la mairie de Banyuls. Je vous montre là parce que la construction du laboratoire à Rago a permis, je le pense sincèrement, le développement du Fontolet. Tout d'abord, vous avez ici, en premier a été construit l'établissement des bains, puis des gens fortunés ont fait construire des villas. On voit ici la villa Camille, construite par la famille Ducup de Saint-Paul, avec sa chapelle privée. La villa Camille a ensuite été occupée par M. Pagès, gouverneur de Cochinchine. On voit au-dessus ce qu'on appelait à l'époque le château Miramar, qui était propriété du banquier Suquet. Donc ici, j'ai mis ces photos pour parler surtout de la Villa Saint-Jean, ancienne cave Oliver, puisqu'elle a servi d'annexe à la pouponnière d'Aisne de 1941 à 1942. Enfin, vers 1920, une construction apparaît sur l'emplacement actuel de la place de la Méditerranée, qui est casino, dancing. Et Banyuls, donc, est une station balnéaire. Elle a cru, ou espéré en tout cas, être également une station à la mode. Il faut dire que les choses ont été un peu rabaissées par un article du Figaro datant de 1888 que je vais vous lire. Si ce village, parlant de Banyuls, veut prétendre au titre de station comme les sites de Nice ou de Menton, il faudra que les poules ne fassent point leur nid dans les passages publics. Moutons, chèvres ou mulets ne mangent point leur picotin à l'air libre, et que les ménagères ne jettent plus leur seau de vaisselle au pas de la porte, que l'on puisse trouver publiquement des lieux d'aisance et dans les principales artères des trottoirs. Je pense que le coup fut un peu rude pour le village. En 1894 apparaît un litige avec la municipalité. Il faut dire que M. Pascal, maire qui avait incité la Casse-du-Pied à venir à Banyuls, avait donc eu, je pense, la vision que la présence de ce laboratoire à Banyuls était un point important pour la commune. Je pense qu'il avait raison. Toutefois, changement de municipalité en 1894. Il y avait déjà eu quelques frictions entre le laboratoire et la commune. Tout d'abord, l'aquarium public était gratuit. Et les Bagnolinques avaient tendance à considérer l'aquarium comme leur propriété, se comporter plus ou moins bien, je ne dirais pas comme chez eux, mais prenaient toutes les libertés. Et la Casse-du-Pied, devant cet état de choses, parce qu'il faut dire que les visiteurs pouvaient être nombreux les jours de fête, la Casse-du-Pied cite de 500 à 600 visiteurs jour, ce qui est quand même important. Et donc on établit un règlement pour essayer de rétablir un peu l'ordre dans tout ça. D'autre part, en 1993, la Casse-du-Pied, je le cite, en amenant pour le fameux Roland à Banyuls, dit, en arrivant à Banyuls avec le Roland que j'avais fait construire et armer à la Seine, je me trouvais aux prises avec la routine, si ce n'est la mauvaise volonté de la voile, qui ne voulait à aucun prix de la vapeur, car elle comprenait que c'était l'activité, la précision et le progrès qui arrivaient au laboratoire. Elle me suscita 1000 difficultés, dixit la Casse-du-Pied.
Donc, en 1894, changement de municipalité. Changement de municipalité, cette municipalité, Argan-du-Fait, la machine à vapeur, on l'a vu, la première étant en panne, l'aquarium est fermé, puisqu'on ne peut plus l'alimenter à eau de mer. Argan-du-Fait que l'aquarium est fermé, première chose. Deuxième chose, que la municipalité ne veut plus payer, comme ils disent, cette rente maudite qui a été promise de 500 francs, vous vous rappelez. Et puis, la municipalité dit, on a des frais, il faut qu'on construise un collecteur d'égouts. La Casse-du-Thier, je le cite encore, dit que nous sommes loin de l'époque où l'on saluait avec bonheur et enthousiasme la création du laboratoire qui devait donner et a donné quelques animations à cette plage déserte du Fontelieu. Je me permettrai de faire une petite digression puisque la municipalité avait pris comme prétexte les égouts à Bagnous. Dans longue histoire à Bagnous, monsieur le maire, depuis 1900, dans l'année 1920, Bagnous fait une demande pour être classée station climatique. Elle fait donc les démarches nécessaires. Le classement en station climatique est refusé. Il est refusé en 1920, 1921, 1929 et 1930. Le rapporteur du Conseil de France a émis un avis défavorable en raison, dit-il, des conditions sanitaires déplorables de la commune et de la non-exécution des travaux d'assainissement imposés. Toutefois, en 1934, sur la foi d'une lettre adressée par la mairie au Conseil d'hygiène publique, le rapporteur de l'époque, qui n'avait pas dû se rendre à Bagnous, donne enfin l'avis favorable et Bagnous accède au titre de station climatique. Je reprends pour terminer, toujours sur les égouts, une lettre qu'avait fait mon grand-père, donc on est en 1937 ou après. Dans cette lettre, il dit « À l'heure actuelle, les égouts sont crevés sur plusieurs endroits. La canalisation d'eau douce aussi, de sorte que dans la région du laboratoire, on ne peut boire l'eau de la ville. À certains moments du reste, elle est infecte, sentant la vieille urine. Il y a de la fièvre typhoïde à Bagnous et notre femme de ménage en est morte. » Voilà l'histoire des égouts de Bagnous. Je vous ai mis, pour bien faire sentir ce litige avec la municipalité, aux obsèques de la Casse-du-Thier, le maire n'est pas présent. On a délégué un conseiller municipal, qui devait être à mon avis de l'opposition, et qui s'appelait M. Sauverpi, et je le lis. Les sacrifices, donc aux obsèques, les sacrifices consentis par la commune pour cette œuvre nationale avaient déchaîné des critiques violentes autant qu'injustes. En venant rendre hommage au savant illustre, nous reconnaissons aujourd'hui qu'il avait eu, mieux que nous, la vision nette de la transformation qui allait s'opérer. En effet, messieurs, c'est depuis la création du laboratoire que nous avons vu s'embellir Bagnous, s'élever toutes ces riantes villas au bord de la mer ou éparses dans la vallée. La ville elle-même a pris cette air de coquetterie qui la rend si attrayante aux yeux des visiteurs étrangers. Je vous ai marqué également un commentaire fait par une figure, une grande figure bagnolinque, Albert Sagols. Je vous le laisse lire pendant que je bois un verre d'eau. Allez, on passe à la suivante. Donc, c'est toujours dans l'histoire commune, la gare 14, où
le laboratoire, pendant 2 ans, a été transformé en hôpital militaire bénévole. Il a porté le numéro 13 bis avec une estampille distinctive par 3 bandes violettes. Il faut dire que la création d'un hôpital militaire est l'œuvre de Rakovića et Pruvot. Je mets Rakovića en tête parce que Pruvot, à l'époque, était souvent absent, immobilisé à Paris. Donc, c'est essentiellement Rakovića, le Roumain, qui a eu en charge d'organiser cet hôpital militaire. Je vais lire ici ce que disait Rakovića sur la création de cet hôpital militaire. Il dit « La guerre vint, toutes nos ressources furent mises en œuvre pour la cause sacrée. L'atelier du laboratoire, agrandi, fabriqua des fusées d'obus en très grande quantité. Tout ce qui était logeable au laboratoire a été en outre transformé en hôpital. 100 lits furent installés dans notre bâtiment et dans une annexe. Tout le mobilier et le matériel nécessaire fut complété bénévolement par la population de Banyuls. Admirable, dit-il, fut le dévouement des Banyulinques envers les blessés, et surtout se distinguèrent les Banyulinques qui, par équipe, assumèrent gratuitement toute la charge des divers services de l'hôpital. En plus, une partie des fonds nécessaires au fonctionnement... Donc, en plus, c'est moi qui parle maintenant, une partie des fonds nécessaires au fonctionnement de l'hôpital ont été fournis par Pruvot et Rakovića. Rakovića avait besoin naturellement d'un médecin-chef. Il nomme Paul Ventreberg, qui était chercheur au laboratoire, mais médecin de formation. C'est lui qui va assurer le suivi médical des convalescents et blessés qui arrivent à Banyuls. Je vous ai mis ici 2 photos. Sur cette photo, vous voyez ici Georges Pruvot, entouré des Banyulinques en tenue d'infirmière et des soldats convalescents. Sur l'autre photo, on retrouve des soldats et des Banyulinques. On peut se poser la question, pourquoi les Banyulinques portent des pots, on dirait des cafetières. En fait, elles amenaient du lait. Pourquoi du lait? Parce que Paul Ventreberg avait institué un régime très restrictif, quasi végétarien, et Rakovića, qui était un homme sensible, voulait faire donner du lait aux soldats pour améliorer leur confort. On en arrive à l'autre période, c'est-à-dire qu'en 1936, la guerre civile éclate en Espagne, 1939, c'est la retirade, et il passe quand même beaucoup de réfugiés espagnols par Madrid. Édouard Chaton, alors directeur de l'hôpital, du laboratoire, peut-être dans la continuité de ce qui s'était fait en 1914, écrit à son organisme de tutelle, l'Université de Paris, pour savoir s'il peut accueillir au sein du laboratoire des réfugiés. J'ai là une copie d'un brouillon réponse de l'université. La réponse est négative et arguant du fait que la présence de réfugiés dans le laboratoire va entraîner des dégâts au niveau du matériel scientifique. Et puis, c'est 40, la guerre qui éclate. 42, c'est l'occupation de la zone sud. Et en 1943, le déménagement du laboratoire. Déjà en décembre 1942, les Allemands réquisitionnent 19 lits. Monsieur Pagès, qui était le maire de l'époque, reçoit l'ordre des autorités allemandes qu'il transmet au laboratoire, qui est un ordre formel de réquisition. Le 29 mars 1943, on prend ses précautions. Édouard Chaton fait déménager les livres de la bibliothèque vers Prades dans une maison familiale. Le 19 novembre 1943,
C'est l'ordre d'évacuation des résidents du labo. Le matériel lourd est alors entreposé à la métairie Reich et le matériel plus fragile, scientifique, part à Pratt. Le 19 novembre, déménagement des collections du laboratoire à la villa Rosemary. Le 30 novembre, tout le déménagement est effectué. Le 20 juin, ordre des Allemands, évacuation de tout le monde, bad news pour prendre, tout le monde est évacué. Au retour de la libération, tristesse. Le labo a été pillé par les personnes restées sur place, la métairie Reich également, les dépôts de la villa Rosemary restent intacts. Le professeur Grasset dit de cette, je le cite, de cette période noire pour tous, le laboratoire Arago souffrit profondément. En 1947, il fallait le faire revivre, lui donner un nouveau souffle et préparer son destin. Ceci, naturellement, incomba au directeur succédant à Édouard Chaton et qui était M. Petit. Je ne peux terminer cet exposé qu'en rendant hommage aux donateurs nombreux qui ont fait des dons au laboratoire Arago. Je citerai en particulier Paul Wiltrebert, dont on a parlé, et j'en profite pour dire que le jardin de sa villa, loin des yeux, a été ouvert par le laboratoire Arago dans le cadre des journées du patrimoine. Je citerai également la famille Bogoraz qui a légué sa villa, des appartements, des hectares de vie. Enfin, je voudrais faire mes remerciements vraiment sincères à Sandrine Baudin, responsable de la bibliothèque, du laboratoire, pour l'aide efficace et chaleureuse qu'elle m'a toujours apportée. Je vous ai noté ici quelques sources qui m'ont servi à réaliser cet exposé. Je vais laisser la parole à M. Vincent Laudet, et puis, si vous le voulez, je pourrai répondre si vous avez des questions et si je suis capable de répondre à vos questions.